Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e fois avec les films à voir. Et on commence tout de suite sans perdre de temps avec le film Dracula. Dracula est donc une adaptation du roman éponyme, la 9e d'ailleurs l'année de sa sortie, si l'on compte les deux Nosferatu, du roman de Bram Stoker. Il est réalisé en cette année 1992 par Francis Ford Coppola, sortant à peine du 3e volet de la trilogie Le Parrain. Dans les rôles principaux, nous pouvons retrouver Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder ou encore Keanu Reeves, et l'histoire est peu ou prou la même, à savoir que Jonathan Harker, petit notaire, quitte sa femme pour aller dans les Carpates, rencontrer le comte Dracula pour affaire, mais celui s'avère être un vampire assoiffé de sang qui s'intéresse à la femme du tueur, Mina. Et c'est un des très bons films de la carrière de Coppola, et aujourd'hui une telle qualité de sa part est assez rare. Car Dracula, qui est l'adaptation du roman éponyme du roman de Bram Stoker, au même titre que les Nosferatu de Murnau et Eggers, est très différent de ces deux films, justement. Déjà, le réalisateur fait ici un de ses meilleurs métrages pour moi, expérimentant quasiment chaque plan avec des idées visuelles juste folles et d'une beauté à couper le souffle, tout en transpirant d'une certaine véracité. Gary Oldman est excellent dans le rôle, et il est intéressant de donner un background de monstre. Ça le rend plus attachant, on le comprend plus, et il y a un sens à tous ces designs qui sont le reflet de ce qu'il veut montrer aux gens. Sa relation avec Winona Ryder est intéressante, et les deux ont une très bonne alchimie à l'écran. Le reste du casting est vraiment très bon, même si dans toutes les adaptations décidément, le perso interprété par Keanu Reeves est vraiment laissé sur le côté, et malgré une très belle relation en début de métrage, il est vraiment relégué au second plan. Mais mon gros coup de cœur, c'est Anthony Hopkins, juste génial, et chacune de ses apparitions est vraiment brillantissime. Pour moi, il est meilleur que dans les films de Murnau et Eggers, étant drôle, attachant, bienveillant et badass. En somme, c'est un excellent film que vous devez découvrir. On passe ensuite à du polar avec Les Incorruptibles, sorti en 1987 et réalisé par Brian De Palma, réalisateur de Mission Impossible, Scarface, L'Impasse et j'en passe. Le film s'inspire librement des mémoires de l'agent Elliot Ness et est un remake de la série éponyme des années 60. Au casting, on y retrouve Kevin Costner, Sean Connery, José Garcia, ou encore Robert De Niro, avec à la musique le talentueux Ennio Morricone. Le film se déroule à Chicago dans les années 30, en pleine prohibition, où l'officier Elliot Ness, fatigué de la corruption omniprésente, décide de constituer une unité pour mettre fin au règne du mafieux Al Capone. Alors, si ce film ressemble beaucoup au premier regard au film de Ruben Fletcher, ici ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, Gangster Squad est un très bon film, j'ai critiqué il y a une vidéo. Ce film est bien meilleur, même si je trouve que De Niro est un peu moins marquant que Sean Penn, car moins présent. Mais sinon, je n'ai rien à redire, la musique est excellente, on a des scènes qui sont parmi les scènes les plus marquantes que j'ai pu voir, comme celle de la poussette par exemple, et le quatuor principal est excellent, chacun se donne, et développe une vraie personnalité au fil de l'intrigue. Mais mes deux chouchous restent Kevin Costner, qui est toujours un super acteur avec un charisme de dingue, qui rajoute encore un rôle marquant à son CV, mais vraiment le coup de cœur du film va à Sean Connery, qui est touchant, qui est charismatique, étant vraiment le père de ce quatuor, et dont la fin est aussi marquante qu'elle n'est triste. On a également un gros travail de décor, de costume pour coller à cette époque, et le thème de la prohibition est bien réutilisé au sein d'une réplique bien sentie en fin de film. Un très bon film que vous devriez vraiment regarder. Ensuite, on passe à un film bien plus complexe, à savoir La fièvre de Petrov, drame russe coproduit avec la France et la Suisse, réalisé par Kirill Srebrennikov, sorti en 2021 et présenté en compétition à Cannes. Adapté du roman Les Petrov, la grippe, etc. d'Alexei Salnikov, suivant Petrov qui a de la fièvre et dont on va suivre le parcours halluciné et alcoolisé dans la Russie post-soviétique où rêve et réalité vont se mélanger. Et c'est compliqué, car ici ce film est un vrai morceau de cinéma sous LSD pendant 2h30. Le réalisateur, il va nous dépeindre au travers des délires de son protagoniste, l'histoire de la Russie sur près de 60 ans, et pour cela, nous spectateurs nous retrouvons brinque-ballés dans tous les sens durant tout le film. Ce film, c'est une expérience qui va emprunter à plein de styles, que ce soit le drame, le noir et blanc, le film de SF, de super-héros, fan footage, le thriller, jusqu'à même l'horreur, et en ajoutant des décors miniatures, au travers de son perso principal dont la relation avec sa famille est sympa à voir. D'ailleurs, le réal parle ici de la famille, du rôle du père, en déchéance dans une famille où seule la mère va tenir le bateau face à un gamin qu'on aimerait des fois gifler. Le réal pose une myriade de questions sur son pays, que ce soit son devenir sous Gorbatchev, la place de la femme, comme je l'ai dit, mais aussi la justice, le monde médical, la pauvreté, le rapport humain, le communisme, l'apport de la culture occidentale. Enfin voilà, c'est hyper intéressant, hyper riche, et au niveau de la mise en scène, c'est vraiment beau, on a des plans superbes, une photo magnifique,
usage vraiment de longs plans séquences pour servir notre immersion. C'est une proposition qui m'a chamboulé, qui m'a branle-ballé dans tous les sens, et par contre que j'ai trouvé un peu longuette sur les bords, et j'aurais voulu plus de folie, mais il me faudra encore plusieurs visionnages je pense pour en comprendre toute la subtilité. À présent, replongeons avec l'acteur Kevin Costner dans le film culte Robin des Bois, Prince des voleurs, sorti en 91 et réalisé par Kevin Reynolds, avec dans les rôles principaux donc Kevin Costner, Morgan Freeman et Marie-Elisabeth Mastrantonio, ainsi que Christian Slater et Alan Rickman, et qui raconte l'histoire donc de Robin de Locksley, compagnon Mao et de son compagnon, qui rentre en Angleterre et où Robin découvre la tyrannie du shérif de Nottingham, décidant alors de riposter en tant que hors-la-loi. Et c'est un film d'aventure qui est vraiment bon, avec un rythme hyper soutenu, des scènes mémorables, une reconstitution de décor géniale et un Kevin Costner qui livre vraiment une bonne performance. Enfin, c'est rare que ce gars livre une mauvaise performance. C'est un film, oui, qu'on peut dire un peu cliché, typique un peu des années 90, mais c'est assez intéressant, c'est bien mis en scène. On a vraiment un méchant, très manichéen, mais j'ai vraiment adoré. J'ai même adoré le personnage secondaire qui est Morgan Freeman, qui est très intéressant, notamment vis-à-vis de son apport culturel, de sa relation avec le héros principal. Et les scènes de combat sont bien faites, voilà, c'est très bien fait, le rythme est bien tenu, on a des bons twists. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire trop autre sur Robin des Bois, Prince des voleurs. Enfin, c'est un film d'aventure super sympa que vous devez voir juste une fois pour vous rendre compte de ce que c'est. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Robin des Bois, Prince des voleurs, même si c'est pas grand chose. Et je voudrais donc à présent parler d'un film culte des années 2000, Requiem for a Dream, sorti en l'an 2000, tout début de siècle, tiré du roman Retour à Brooklyn, sorti en 78 d'Hubert Shelby, qui a coécrit le scénario avec le réalisateur Darren Aronofsky, réal reconnu pour des films comme Black Swan ou Mother, qui avait à l'époque fait grand bruit avec son film de fin d'études Pi. Et j'avoue avoir du mal avec lui, même si j'avais trouvé Mother vraiment bon, étant une parabole religieuse très intéressante. De même pour The Whale, dont je salue la perf de Brendan Fraser, et le message sur cette fameuse dissertation et la parabole avec le livre de Moby Dick. Mais ici j'ai un problème plus stylistique et avec lui qu'autre chose. Le film Requiem for a Dream est donc présenté en avant-première au Festival de Cannes en l'an 2000, en hors compétition, et reçoit des critiques positives malgré un succès modeste au box-office. Le style visuel, la réalisation, le scénario, le montage, la musique, la distrib et les thèmes sont tous salués, tandis qu'Ellen Burstyn est nommée à l'Oscar de meilleure actrice, qui est totalement mérité, et la bande originale est composée par Kate Mansell. On y suit le destin de 4 personnages, incarnés par Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon Wayans, et ce film est probablement celui que je préfère de la carrière d'Aronofsky. C'est 1h30 filant à une vitesse folle, avec un montage ultra speed, beaucoup de fisheye, un montage vraiment accéléré, symbolisant le côté mécanique de l'addiction, qui se déshumanise la personne qui en prend, avec des visuels qui vont rester en tête encore très longtemps. Et ici, ce n'est pas simplement la drogue qui nous est dépeinte, mais aussi bien la bouffe que la célébrité. Ici, Aronofsky ne dépeint pas des 4 rédemptrices, mais bel et bien 4 descentes aux enfers, avec cet excellent quatuor. Chacun des acteurs livre une très bonne performance, et croyez-moi que ce film est un vrai moyen de dissuasion quant à la prise de stupéfiants, au vu des horribles illusions et sévices corporels que cela peut engendrer. Et cela est accompagné d'une BO géniale qui va porter tout le film, notamment les morceaux Lux Eterna de Clint Mansell, symbolisant bien ce désespoir et cette descente aux enfers. Donc Requiem for a Dream, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est un morceau de cinéma génialissime. Et on termine cette vidéo avec Hunger de Steve McQueen, sorti en 2008, film irlando-britannique qui a révélé l'acteur Michael Fassbender, étant récompensé de la Caméra d'Or au Festival de Cannes et racontant l'histoire vraie de Bobby Sand, leader de l'IRA, qui va conduire une grève de la faim à la fin des années 90, afin de faire plier le gouvernement britannique qui les oppresse. Et pour moi c'est un bon film, qui est quand même moins bon que Shame de Steve McQueen, que j'avais d'ailleurs déjà critiqué dans une de ses précédentes vidéos. C'est un film lent, tourné comme un documentaire ayant très peu de musique. L'acteur pourtant est excellent, avec une perf physique juste énorme. L'aspect physique de Fassbender est vraiment choquant, la perte de poids, le corps qui se mutile, qui se dégrade,
montrant vraiment les conséquences réelles d'une grève de la faim, va vraiment marquer la rétine du spectateur. Le propos politique et religieux, notamment avec King Indian, est intéressant, mais c'est un film, comme je l'ai dit, lent. Je me suis un petit peu ennuyé des fois, et vraiment Shame, je l'adore, mais alors Hunger, j'ai un petit peu plus de mal. Donc c'est un bon film que vous pouvez voir, c'est intéressant, mais c'est pas transcendant. C'est la fin de cette 4e vidéo des films à voir. Peut-être que le mois prochain il y en aura une ou pas, je n'en sais rien du tout, car les critiques d'actualité vont vraiment bien reprendre. Donc merci à tous du visionnage et à bientôt sur Critique Multiverselle.